Bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi de retrouver en tout cas l'association cerveau.com et puis nos intervenants, Olivier Boisseler qui fait partie de l'équipe des mardis scientifiques du Pays d'Aubagne et de l'Étoile au niveau du comité de pilotage en tout cas. Sylvie Thirion aussi que je suis ravie de retrouver. Alors cette conférence devait avoir lieu déjà en 2020. Reportée en 2021, elle devait se faire à l'espace La Confluence, nouvelle salle métropolitaine à Auriol. Et puis nous voilà en ligne. Je suis ravie en tout cas que toutes ces conférences puissent se faire. L'air de rien, c'est un partenariat que nous avons depuis 2014, Olivier, ça passe. Et c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve ce soir pour cette conférence. Beaucoup d'adhérents de l'Université du Temps Libre du Pays d'Aubagne sont connectés aussi. Bonne conférence à tous et à tout à l'heure. Voilà, merci. Merci Marie-France. Donc je vais prendre la parole. Sylvie, est-ce que tu peux envoyer ton diaporama pour qu'on ait la première diapositive d'introduction? Oui. Tac. Voilà. Donc bonjour à tous et puis merci à Marie-France pour cette introduction. Effectivement, nous sommes nous aussi ravis de ce partenariat qui dure donc déjà depuis plusieurs années avec l'Université du Temps Libre en Pays d'Aubagne et de l'Étoile. Alors, nous sommes à la 3e semaine de la semaine du cerveau. Vous voyez qu'à Marseille, dans la région, on joue des prolongations. Je m'excuse d'avance pour ceux qui ont l'habitude de se connecter parce que vous allez entendre des choses que vous avez déjà entendues. Donc, la semaine du cerveau 2021, vous savez tous que c'est une manifestation nationale et même internationale grand public, qu'elle est organisée donc à Marseille par notre association qui est l'association cerveau.com. Et donc, nous avons différents soutiens financiers, mais aussi organisationnels. Alors, financiers, vous les avez là, la région, le département, la ville de Marseille, la MGEN, Neuroschool, etc. Et puis, les laboratoires de neurosciences marseillais, qui sont importants également dans leur collaboration. Et puis, nous avons des partenaires organisationnels. Eh bien, l'un d'entre eux, c'est justement l'Université du Temps Libre en Pays d'Aubagne et de l'Étoile. Ce sont donc des partenaires qui nous offrent des lieux pour faire les conférences, lorsque ces conférences peuvent être faites en présentiel, ou bien qui nous aident également grandement dans la diffusion de l'information. Alors voilà, ce soir, c'est donc une conférence qui est en partenariat avec l'UTL des Pays d'Aubagne et de l'Étoile. Et donc, nous accueillons Sylvie Thirion, qui est membre également de notre association cerveau.com. Alors, quelques mots sur Sylvie. Donc, Sylvie a réalisé sa thèse à l'université de Nice, Sophia Antipolis, et elle a commencé sa carrière d'enseignant-chercheur. Sylvie Thirion est maître de conférence des universités à l'université Paris 6, qui est maintenant Sorbonne Université, avant de venir dans le sud, à Marseille, où elle a rejoint un laboratoire d'endocrinologie et neuroendocrinologie, et où elle s'est intéressée en particulier à développer une recherche en relation avec des cliniciens, et cela sur les facteurs qui sont impliqués dans le développement de tumeurs de l'hypophyse. Alors, c'est d'ailleurs à ce moment-là que nous nous sommes rencontrés avec Sylvie, puisque nous avons interagi au sein du département de neuroendocrinologie du centre de recherche dans lequel nous travaillions à l'époque tous les deux, qui était situé donc à la faculté de médecine Nord, et cela avant qu'elle rejoigne l'Institut des neurosciences de la Timone, donc sur le site de la faculté de médecine, donc Timone, qui donc lui a offert l'opportunité de développer des recherches plus intégrées et puis des recherches translationnelles en participant à l'établissement de ponts entre neuropsychologie et neurobiologie. Et le projet qu'elle développe actuellement au sein d'une équipe qui s'intéresse aux troubles psychiatriques et développementaux, il s'inscrit toujours dans le champ de la neuroendocrinologie, qui était ses premières amours, puisque ces recherches visent à rechercher les liens entre des marqueurs hormonaux, tels que l'ocytocine, la vasopressine, le cortisol, et des processus émotionnels qui caractérisent ce qu'on appelle la cognition sociale et qui sont altérés dans des maladies, notamment comme celle du spectre autistique.
Alors, outre ces activités de recherche, Sylvie Thirion est quelqu'un qui est extrêmement active dans la diffusion de la culture scientifique, cela au sein de l'association cerveau.com, bien entendu, et on voit ce soir, donc elle participe à des conférences, mais également au sein d'une autre association qu'elle a créée et dont elle est la présidente, qui s'appelle Valbiome, pour valorisation des recherches biomédicales, et donc qui l'amène disons, à réaliser également des conférences à la demande d'associations, même de malades, et dont le principal but, finalement, est de susciter l'intérêt des jeunes pour les recherches, pour les sciences biomédicales. Et cela se traduit notamment par l'accueil de lycéens à la faculté de médecine et l'organisation de colloques d'enseignement qui sont des colloques thématiques. Alors voilà, donc Sylvie est donc très active également, elle est passionnée par ses activités de diffusion de la culture scientifique, je pense qu'elle va vous le montrer ce soir, et elle est extrêmement active dans ce domaine-là, en plus de ses autres responsabilités de recherche, mais aussi d'enseignement à la faculté de médecine de Marseille. Voilà, je n'en dirai pas plus, et je laisse la parole donc à Sylvie Thirion, pour sa conférence donc, sur les troubles psychiatriques à la lumière des neurosciences. C'est bien ça? Oui. Oui, presque. Merci beaucoup, Olivier. C'est bon, vous m'entendez? En tout cas, moi je t'entends. Bon, parfait. J'arrive plus à voir si mon micro est allumé ou pas, donc parfait. Bien, écoute, merci Olivier pour cette introduction et présentation. Alors, je voudrais quand même dire quelques mots avant de commencer sur l'organisation de cet événement et puis féliciter l'association cerveau.com. Alors, bon, ça peut paraître peut-être un peu s'auto-congratuler, parce que comme tu le dis, avec toi comme moi, on est dans le comité d'organisation, mais ça a été vraiment toute une équipe qui, depuis presque un an, s'est relevé les manches pour adapter cet événement. Et ça n'aurait pas pu se faire sans sa présidente, Myriam Kerr, que j'ai beaucoup admirée dans l'exercice parce que ça a été, on s'y est tous mis, mais ça a été quand même une gageure de pouvoir passer en tout digital et ou même dans les derniers instants d'incertitude et de bien la garder un sang-froid en tout cas qui paraissait être un sang-froid à toute épreuve et qui a permis donc que tout ça se passe très très bien. Puis une petite pensée aussi pour Alexia Belleville qui s'occupe de la communication. On s'imagine bien que la com elle a bien changé vu la modification de format. Et puis Christophe Rodeau qui est aux manettes à la technique. Alors, je remercie bien sûr tous les connectés et puis aussi tous les fidèles de la semaine du cerveau et puis d'autres types de conférences qui peuvent se passer à l'UTL ou autres. J'ai reconnu des noms et je suis ravie. Et puis, je suis aussi très contente bien parce que pour certains, c'est la première fois et puis c'est cette formule en digital qui permet même peut-être d'avoir des spectateurs de plus large que de Marseille, quoi, d'autres régions. Et je pense que bon, ces temps sont difficiles. Et si on peut trouver un point positif, il nous manque le contact, il nous manque l'apéro, Olivier, je suis bien d'accord. Et le petit repas après qui va bien, mais néanmoins, ça a l'avantage de pouvoir donc comme ça toucher un certain nombre de personnes qui n'auraient pas pu assister. Et puis, je ne parle pas que d'ici, que de ma conférence, que de la semaine du cerveau, mais il y a beaucoup d'événements de ce type qui sont maintenant disponibles et je pense que bien, ça permet de passer du temps avec des soirées à se cultiver, à s'informer, à débattre autrement. Et puis là aussi, je crois que ça, c'est bien parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, nous chercheurs, de pouvoir faire partager nos recherches, les avancées de la science. Et puis aussi, ça permet, j'espère, de peut-être mettre à jour ce que c'est que de faire de la science et bien, c'est répondre
rendre un cahier des charges très précis, c'est être rigoureux, c'est formuler des hypothèses, venir les tester et puis faire émerger des concepts, douter et puis quelquefois se contredire. Et c'est tout ça qui fait la science. Ça se fait pas, c'est pas une étude publiée qui permet de faire avancer les connaissances. Elle vient ajouter une petite pierre à l'édifice. Et je voulais le préciser voilà. J'en dirai pas plus, mais je pense que c'était important de le dire. Donc, bienvenue à tous. Et puis, on va peut-être rentrer maintenant dans le cœur du sujet. Donc, les troubles psychiques, Olivier disait les troubles psychiatriques. J'aurais aussi pu appeler ça les troubles mentaux. Sont un peu des synonymes. Et ça va être en fait l'ensemble des affections et des troubles qui vont avoir des origines très différentes, très diverses, et qui vont entraîner des difficultés dans la vie d'un individu, des souffrances et des troubles du comportement. Donc, ça va pouvoir toucher toutes les populations sans distinction de sexe, d'âge, et elles peuvent, pour certaines de ces pathologies, être chroniques. Alors, on en trouve, il y a un certain nombre de troubles psychiques que j'ai listés ici et qui n'est absolument pas exhaustif, les addictions, l'anxiété, les troubles du comportement alimentaire. Et aujourd'hui, donc, j'ai focalisé cette conférence sur plus spécialement les troubles de l'humeur et en particulier donc sur la dépression et les troubles bipolaires. Alors, la dépression, il faut savoir que c'est la première cause d'incapacité dans le monde, c'est selon l'OMS, et ça touche 300 millions d'individus. Une personne sur 5 a souffert ou souffrira de dépression au cours de sa vie. Alors, il y a environ 2 femmes pour un homme qui subit cette maladie et ça va avoir des conséquences sur tous les aspects de la vie, que ce soit les activités quotidiennes, la vie affective, la vie sociale, familiale et également des répercussions donc, sur les tâches scolaires, les tâches professionnelles. Alors, des hommes et des femmes célèbres ont pu témoigner et ont souffert de dépression, ou en souffrent encore. Et j'ai pris juste l'exemple de Winston Churchill qui, dans beaucoup de ses écrits, en fait, écrivait qu'une lumière qui s'évanouissait et une obscurité qui régnait à un certain moment de sa vie. Alors, les symptômes, je vais aller très vite, car ce n'est pas l'idée ici d'être exhaustif et de vraiment venir focaliser sur la clinique, mais ça va être une douleur morale, une humeur dépressive, donc la plupart du temps, et puis une perte d'intérêt, une perte d'envie, une perte de plaisir, et qui va venir vraiment toucher tous les domaines. On va aussi noter une fatigue, une perte d'énergie, quelquefois une difficulté à accomplir les tâches les plus simples de la vie quotidienne. Souvent, c'est aussi associé à un sommeil perturbé. Alors, ça peut être une hypersomnie ou au contraire des insomnies. Et puis, une agitation ou plus régulièrement un ralentissement psychomoteur. Le poids aussi peut varier. Il y a quelquefois des troubles de conduite alimentaire qui s'y associent et donc des difficultés de se concentrer, de réfléchir, de rester donc avec un objectif précis ou une grande aussi indécision. Et puis, il y a un sentiment de dévalorisation, de culpabilité excessive et très souvent complètement inappropriée. Et également des idées noires avec des idées récurrentes de mort, voire des idées ou des tentatives de suicide. Donc, le tableau là que je vous décris, il faut que ça note un changement dans le fonctionnement habituel de l'individu et donc 5 au moins de ces critères sur une durée d'au moins 15 jours doivent apparaître et durer pour déterminer donc ce diagnostic. Alors,
Les troubles bipolaires, eh bien, c'est aussi une pathologie qui touche beaucoup de monde. C'est 1,6 million de personnes en France, 60 millions dans le monde, et c'est la 6e cause de handicap. La prévalence sur toute une vie, elle est de 1 sur 20 et il y a une diminution d'espérance de vie des malades atteints de ce trouble qui est de 8 ans. Donc, c'est souvent des personnes qui sont relativement jeunes, puisque 50% ont moins de 21 ans. Et là, cette fois, ça touche autant les hommes que les femmes, et avec en partie une particularité que le diagnostic est très très tardif, souvent entre les premiers événements donc, et le diagnostic, eh bien, il peut se passer jusqu'à 10 ans entre les deux. Alors, on parle de différents types de troubles bipolaires. Pour faire rapide, en fait, il va y avoir, donc la bipolarité, c'est une humeur variable, donc il y aura toujours des présences ou des antécédents d'épisodes dépressifs majeurs et au moins un antécédent d'épisode maniaque ou mixte, donc une hyperthymie importante. Dans les troubles bipolaires de type 2, souvent les psychiatres s'accordent pour toujours la présence donc d'un ou plusieurs épisodes dépressifs, et avec des épisodes de manie, mais relativement moins intenses. Donc on parle d'épisodes hypomaniaques. Et puis il existe aussi d'autres troubles, dont le trouble bipolaire de type 3, qui a un profil avec un virage d'humeur, en particulier sous antidépresseurs ou des dépressions récurrentes. Et il y a aussi une forme un petit peu familiale qui est associée à ce type de trouble bipolaire. Alors, les phases peuvent s'enchaîner de façon très, très diverse. Et donc, les symptômes, eh bien, ça va être au moins 3 ou 4 si l'humeur est juste irritable, mais donc 3 ou 4 des symptômes suivants qui vont être présents. C'est souvent une idée de grandeur, une estime de soi qui est exacerbée. Il va y avoir aussi un retentissement sur le sommeil, et là, ça va être au contraire une réduction drastique. Les personnes, quelquefois, témoignent d'être très en forme après des nuits qui peuvent être de 3-4 heures uniquement. Il y a aussi une plus grande communicabilité, une plus grande prise de parole, aller vers les autres, s'adresser à des gens qu'on ne connaît pas forcément, et puis un désir de parler constant. Et aussi une fuite des idées, une difficulté donc à rester sur un sujet donné. Les idées partent un petit peu dans tous les sens, défilent. Une difficulté aussi à se concentrer, une distraction importante. Et puis également, on peut retrouver une augmentation de l'activité qui est orientée vers un but. Alors selon les personnes, ça va être vers le travail, donc un temps passé très très important, très excessif dans le travail ou dans le scolaire, ou également dans les activités sexuelles, une agitation psychomotrice. Et puis également un excès, je dirais, d'engagement dans des activités qui sont agréables, mais qui sont relativement risquées, qui sont avec des potentiels de risque élevés et qui peuvent avoir des conséquences importantes. Ça va être des achats inconsidérés, ça va être des conduites sexuelles à risque, ça peut être donc des investissements financiers qui dépassent largement les capacités financières de la personne, ou ce genre de choses. Et là aussi, eh bien, ces symptômes, donc 3 ou 4 de ces symptômes, eh bien, doivent être associés à une altération marquée et reconnue du fonctionnement professionnel ou scolaire, des activités sociales, des relations interpersonnelles, ou également, quelquefois, la nécessité d'hospitalisation. Alors, quand on essaye de trouver les causes ou de réfléchir ou de s'informer,
l'étiologie de la maladie, si je suis un petit peu provocatrice, je dirais que tout ce que l'on sait, c'est qu'on ne sait rien, ou en tout cas pas grand-chose. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, mais elle reste vraiment largement encore inconnue ou très, très faible pour l'instant en termes de démonstration de causalité. Alors, souvent, on entend l'aspect génétique, et il y a un aspect génétique, et également le mot environnement. Et cette génétique et cet environnement, eh bien, ça va être des interactions entre donc, ces deux niveaux. Et cette génétique et cet environnement, selon les interactions dans lesquelles il va y avoir donc, entre une personne et son environnement, mais on va le voir après, ça va être un environnement à des échelles très diverses, eh bien, ça va engendrer une vulnérabilité. Et donc, ces causes, elles sont multiples. Là, j'ai regroupé quelques mots et je vais bien sûr venir maintenant m'intéresser à certains de ces aspects, mais il y a donc des pistes sur des facteurs périnataux. On le verra donc en prénatal, par exemple, des infections ou des maladies inflammatoires ou des traumatismes qui ont pu avoir lieu dans la petite enfance. Il peut y avoir aussi donc le stress, on va en parler également, qui joue qui est un facteur donc majeur, et un certain nombre de mécanismes donc épigénétiques. Alors, c'est donc une combinaison multiple, ces causes, ces déclencheurs ou ces développeurs de ces troubles, et ils vont donc constituer une certaine vulnérabilité constitutionnelle. Si on essaye de mettre un petit peu ce que je viens de vous dire en diagramme, eh bien oui, il y aura des facteurs génétiques. Il y aura aussi ce que l'on appelle des facteurs acquis. Et un certain nombre de ces facteurs acquis peuvent être les agressions périnatales, différents facteurs biologiques. Il y a aussi la maturation cérébrale et le neurodéveloppement qui peut être une étape majeure qui peut être impactée et donc participer au développement de ces troubles. Et puis aussi, dans certains cas, la prise de drogue et, je le disais juste avant, le stress et en particulier donc les stress psychosociaux. Alors, l'enjeu des recherches en neurosciences, puisque c'est le titre que j'ai donné à cette conférence, quels sont les enjeux des neurosciences dans ces troubles psychiatriques. D'une façon générale, les recherches en neurosciences, déjà, il faut bien noter et retenir que ça va être un va-et-vient permanent entre ce qu'on appelle la recherche fondamentale, typiquement celle qu'on fait au sein de nos laboratoires, et puis la recherche clinique, la recherche translationnelle, celle qui se fait aussi beaucoup dans nos laboratoires, mais avec là un lien fort avec l'hôpital, avec les médecins, avec la clinique. Donc, ça, je vais le reprendre tout à l'heure, donc je ne vais pas ici vous développer les différents niveaux d'analyse qui sont nécessaires, qui vont être importants pour avancer dans ces connaissances. Néanmoins, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est qu'il y a vraiment une intersection et que comprendre, et c'est ce qui nous anime évidemment nous, chercheurs, enseignants-chercheurs et personnels de la recherche en général, et que c'est en comprenant mieux, en expliquant toutes ces choses qui quelquefois peuvent paraître un petit peu complexes et puis lointaines voilà, le sujet par exemple ici des pathologies psychiatriques, eh bien c'est ça qui ensuite permet par le va-et-vient justement entre ces deux grands domaines, eh bien de soigner, c'est un petit peu réducteur, mais en tout cas d'améliorer la prise en charge, d'améliorer le bien-être, la santé en général.
Alors, l'enjeu des recherches en psychiatrie, eh bien, pour l'instant, au niveau diagnostic, j'en ai pas détaillé, je ne les ai pas détaillés vraiment. Je vous ai donné quand même les critères, les symptômes qui sont nécessaires d'être recueillis pour pouvoir poser un diagnostic. Et ces critères, eh bien, ça va consister en des critères cliniques et un certain nombre d'échelles psychométriques, c'est-à-dire des questionnaires, des évaluations avec des entretiens semi-dirigés et des cotations. C'est ce genre d'outil qui est utilisé pour poser les diagnostics. On sait qu'il y a une très très grande hétérogénéité des profils. Les patients, on met dans des cases qui sont pourtant relativement larges, mais justement, il y a une très très grande hétérogénéité des profils des patients et il n'existe pas à l'heure actuelle de ce que l'on va appeler des validateurs externes et en particulier des validateurs objectifs tels que, eh bien, je vais vous en parler juste après, des marqueurs donc, qui ne reposent pas sur soit une évaluation par le médecin, par le psychiatre, soit par le témoignage ou le remplissage de ces questionnaires et de ces échelles par le patient. Et donc, c'est également là ce qui manque actuellement au diagnostic. Les traitements, ils existent, et heureusement, et ils sont nombreux. Néanmoins, ils sont très peu personnalisables dans l'état actuel des choses. Et puis, il existe beaucoup de non-répondeurs. Alors, qu'est-ce que c'est les non-répondeurs? Si on prend les traitements donc, médicamenteux tels que les antidépresseurs, par exemple, pour la dépression, eh bien, vous savez certainement que déjà, ce sont des traitements où il y a une longue période de latence avant qu'ils puissent produire des effets. Et il faut savoir, quand on étudie, quand on vient regarder donc le bénéfice, l'amélioration donc des symptômes de ces personnes après 8 semaines de traitement par antidépresseur, eh bien on trouve qu'un tiers de ces personnes ne répond pas à la molécule. Et bien sûr, le médecin, le psychiatre va essayer d'autres molécules et on se retrouve pour ces un tiers donc là de non-répondeurs, eh bien avec 40% qui sont toujours en impasse thérapeutique après avoir néanmoins essayé 4 molécules différentes. C'est un petit peu pareil pour le trouble bipolaire et donc un des objectifs majeurs de cette recherche en psychiatrie, eh bien, c'est de développer des validateurs donc objectifs, c'est-à-dire des biomarqueurs. Et ces biomarqueurs, eh bien, ils vont pouvoir être de différentes sortes. Je ne les ai pas tous listés ici. Mais un certain nombre d'études, eh bien, par exemple, cherchent à venir déterminer par imagerie cérébrale. Donc, on a maintenant des techniques de plus en plus évoluées d'imagerie cérébrale et de venir de cette façon déceler, repérer une particularité de tel ou tel groupe de patients via ces analyses. Et puis, ça peut être aussi des biomarqueurs sanguins, donc des marqueurs génétiques, des marqueurs épigénétiques, biochimiques, et je n'en dis pas plus puisqu'on va en voir un certain nombre juste après. Alors, l'idée de tout cela, évidemment, c'est de mieux comprendre, je vous le disais tout à l'heure, la physiopathologie. C'est aussi de pouvoir peut-être identifier des facteurs de risque, affiner les classifications, faire une sorte de stratification. Je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment une très grande disparité entre les patients. Il y a des profils très, très différents, que ce soit dans les patients qui souffrent de dépression comme ceux qui souffrent de troubles bipolaires, et essayer un petit peu de pouvoir identifier une signature moléculaire qui
donc spécifiques de certains aspects ou de certains symptômes de la maladie. Et puis également, eh bien, avoir l'espoir de pouvoir disposer de nouveaux outils, qu'ils soient diagnostiques ou thérapeutiques. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il y a un impact de la génétique, il y a une susceptibilité génétique. Alors, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas un ou des gènes de la dépression ou un ou des gènes des troubles bipolaires. En fait, dans toutes les maladies complexes, et les maladies psychiatriques sont vraiment des maladies très complexes, ce qui émerge de la littérature, des différentes recherches, c'est vraiment qu'il y a des milliers de gènes qui participent à cette susceptibilité. Donc, on appelle ça des loci, un locus, des loci, peu importe, c'est donc ces gènes ou ces parties de gènes qui vraiment participent. Et en fait, ça va plus être une combinaison, la somme de la présence de ces gènes différents chez une personne qui va augmenter cette susceptibilité. Chaque gène va avoir une activité assez faible et c'est quand on cumule, je dirais, que la susceptibilité génétique donc, va apparaître. Alors, je vous ai choisi ici l'exemple de cette étude qui met en lien donc, justement ces différents gènes que l'on a pu trouver être corrélés à la présence de telle ou telle pathologie. Et quand on cherche à voir quelles sont les corrélations génétiques, c'est-à-dire quels gènes on retrouve dans deux maladies distinctes, ou quel groupe de gènes, qui vient être impliqué dans une fonction donnée, par exemple la communication entre les neurones, la communication synaptique. Eh bien, quand on met donc l'ensemble des données actuelles et que l'on essaye de regarder ce qui ressort de ces liens entre ces différents gènes, une fois que l'on a pu identifier dans la schizophrénie, dans la dépression, etc., eh bien, vous avez ici donc l'échelle qui vous montre que plus la couleur orange est intense et plus le lien est fort, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation importante, que l'on retrouve des identités, enfin un certain nombre de gènes communs. Eh bien, c'est par exemple les troubles bipolaires vont être, vont être proches pour ce qui est des gènes qui sont retrouvés impliqués dans cette bipolarité. Eh bien, ils vont être assez nombreux de se retrouver dans la schizophrénie. Pour la dépression, eh bien, ça sera avec les troubles anxieux qu'il y aura la plus grande donc, proximité dans les gènes que l'on retrouve dans ces deux maladies. Donc en fait, c'est un exemple qui permet de montrer que les frontières entre ces différents troubles mentaux sont assez poreuses sur différents aspects, que ce soit au niveau symptômes, mais aussi donc ici au niveau génétique. Alors, ok, on trouve un certain nombre de gènes et il y a pas mal d'arguments, de faisceaux de preuves que ce gène se retrouve donc être plus présent, donc modifié, hein, je ne l'ai peut-être pas précisé pour l'instant, mais c'est à chaque fois une petite modification de ce gène qui est présent, et bien, de façon plus importante chez le groupe de personnes souffrant de dépression, par exemple, par rapport à des groupes contrôle ou pareil avec la bipolarité. Alors, il y a pas mal d'études, beaucoup d'études même, qui s'intéressent à ces génétiques et troubles de l'humeur. Et jusqu'alors, on a fait beaucoup d'approches par gènes candidats, c'est-à-dire qu'on avait un certain nombre d'arguments qui permettaient de formuler une hypothèse que ce gène pouvait
être impliqué, et on prenait un gène et on venait donc de cette façon voir s'il y avait une différence entre une population contrôle et une population malade. Et on venait regarder ce que ce gène modifié pouvait entraîner. Maintenant, on a des approches de plus en plus, en tout cas globales, et cette technique-là ici qui a été utilisée par Aronson et ses collaborateurs s'appelle donc le GWAS, peu importe. En fait, c'est une technique qui fait l'étude d'associations comme ça de gènes avec une pathologie ou une autre, mais à l'échelle du génome. Alors, maintenant, ça fait pas mal de temps qu'on a la possibilité de séquencer le génome, mais je pense que vous imaginerez que ça fait des données vraiment très, très, très importantes. Et puis, on ne fait plus ça sur un petit échantillon comme on pouvait le faire précédemment, ou quelquefois on le fait encore, mais on essaye de faire d'augmenter la taille de ces échantillons, d'augmenter la taille de ces cohortes. Donc, une cohorte, eh bien, ça va être justement un groupe d'individus que l'on va suivre donc tout au long d'une période, tout au long de sa vie quand on le peut, et puis qu'on va suivre au niveau donc par l'intermédiaire de tests psychologiques, par l'intermédiaire de facteurs biologiques qui vont être mesurés, etc. Et ben là, donc, des cohortes existent sur la dépression, sur les troubles bipolaires, et de plus en plus, ce sont des cohortes qui sont ce qu'on appelle multicentriques. Ça ne va pas être une ville, un centre expert d'une ville, ça va être plusieurs villes, ça ne va pas se contenter d'être français, mais ça va être un recrutement international, et tout ça fait qu'on se retrouve avec énormément de données. C'est un exemple de ce que peut être les big data. Et ici, eh bien, dans son étude, les auteurs ont pu mettre ont pu trouver qu'un gène particulièrement important dans tout ce qui va être transmission entre neurones, puisque c'est un canal calcique, c'est une famille de canaux calciques, et le calcium, c'est vraiment l'ion qui permet à un neurone de communiquer avec un autre. Et une fois donc qu'ils ont pu identifier cette famille de canaux calciques, eh bien, il a fallu qu'ils puissent détecter quel type de ces canaux calciques, qui sont plusieurs isoformes. Ça veut dire qu'un gène donné, il va pouvoir engendrer des canaux très très proches, mais néanmoins un petit peu différents quand même les uns des autres. Donc ça va demander une étude moléculaire. Il va y avoir également nécessité de savoir si ce gène, quand il est modifié, donc tel que étudié ici, observé ici, est-ce qu'il permet encore la signalisation, c'est-à-dire la communication entre les neurones de façon correcte ou de façon perturbée. Il va y avoir également nécessité de venir regarder si, certes, les neurones l'un avec l'autre, donc cette communication de neurone à neurone, est-ce qu'elle fonctionne comme habituellement, mais aussi au niveau des réseaux, au niveau des connexions, c'est ce que vous avez ici représenté, est-ce que ces différentes structures cérébrales qui, donc, dans une tâche donnée, dans une fonction donnée, communiquent entre elles, est-ce que là, quand on est porteur donc, de ce gène en particulier, il y a une modification ou pas? Et puis également, est-ce que ce gène vient modifier quelque chose en termes de comportement, en termes de cognition? Et évidemment, si donc un certain nombre de ces étapes a été rempli, est-ce que ça peut être une cible moléculaire pour le développement de médicaments futurs? Donc, ça fait vraiment beaucoup d'étapes et de recherches à mener.
Et il faut savoir qu'à chacune de ces étapes, eh bien, c'est grâce à des modèles animaux que nous pourrons avoir ce genre d'informations, parce que savoir si avec une petite structure moléculaire qui est un canal calcique, c'est-à-dire dans la membrane du neurone, un trou qui s'ouvre ou qui se ferme, si ça se fait comme habituellement, ou si c'est modifié, ou si c'est perturbé, ce sont des choses qu'on ne peut absolument pas investiguer chez l'homme. Et on a maintenant donc à notre disposition, en plus, des techniques de plus en plus pointues qui nous permettent donc de faire de la sorte une avancée, un lien entre ces susceptibilités génétiques donc, et éventuellement une fonctionnalité. Alors, susceptibilité, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé aussi de vulnérabilité et je vous parlais donc de l'aspect génétique, la présence d'être porteur ou pas d'un gène un peu modifié, pas un seul, plusieurs, et ça va venir augmenter cette susceptibilité de déclencher, de faire survenir cette maladie. Et puis, il y a aussi une vulnérabilité, et je vous ai parlé d'environnement. Eh bien, cette vulnérabilité au stress, elle est particulièrement importante dans ces troubles donc, de la dépression. Et très souvent, on a une spirale un peu infernale où on vient donc partir d'un état de stress, puis pouvoir passer à de l'anxiété qui peut quelquefois ensuite donc entraîner le développement d'une dépression. Alors, cette vulnérabilité au stress, eh bien, c'est quelque chose qui a été testé. Au départ, c'est un certain nombre de données sur donc l'animal avait permis de montrer que lorsque l'on venait faire subir un stress à un animal, eh bien, on observait des modifications de certaines parties du cerveau, de certaines structures cérébrales, et en particulier donc certaines parties qui venaient diminuer en taille. C'est le cas ici, c'est ce qui est noté ici, atrophie du cortex préfrontal. Une autre partie du cerveau importante dans tous ces aspects, c'est l'hippocampe. L'hippocampe, c'est une structure assez profonde dans le cerveau et qui est particulièrement impliquée dans tout ce qui est mémorisation, apprentissage et donc impliquée aussi dans tout ce qui va être comportement émotionnel et donc également humeur. Et l'amygdale était donc une autre petite structure cérébrale très proche de l'hippocampe. Eh bien, elle était aussi, on avait pu observer qu'elle était modifiée, que sa taille variait en fonction comme ça du stress qu'avaient pu subir les animaux. Alors, dans cette étude, eh bien, les auteurs, forts de ces différentes connaissances qui sont ici bien sûr très résumées, ont voulu regarder si on pouvait déterminer une susceptibilité justement au stress, une vulnérabilité. Et pour ce faire, ils ont effectué l'expérience suivante. Donc, ils sont venus recruter 340 personnes, des jeunes adultes sains, et la première étape a été de leur faire passer une IRM fonctionnelle tout en associant donc cette IRM fonctionnelle à la projection d'images qui consistait en des visages soit menaçants, soit qui exprimaient la peur. Et il leur projetait donc ces différentes images et en parallèle, eh bien, il venait enregistrer l'activité cérébrale par cette IRM fonctionnelle. Alors, je veux juste dire un petit aparté, c'est pas magique, hein, c'est vraiment une technique qui nous permet de faire des choses fabuleuses maintenant et de venir faire des expériences chez l'homme qui n'étaient absolument pas
précédemment accessibles, mais ça demande donc beaucoup de traitement d'images, de calcul, de modèles à appliquer, de statistiques élaborées, etc. Donc là, ça apparaît une petite zone rouge. C'est pas ce qu'ont les chercheurs quand ils font la manip, mais néanmoins, c'est ce qu'ils obtiennent après tous ces traitements. Et ils ont enregistré donc spécifiquement la réactivité de cette petite structure cérébrale donc, que je vous ai nommée juste avant, l'amygdale. Cette amygdale, elle est en lien direct avec tout ce qui va être émotions primaires et en particulier les émotions négatives telles que la peur et la colère. Donc, c'est lorsqu'il y a une entrée sensorielle, un événement qui entraîne la peur, et bien c'est vraiment la première structure qui va venir s'activer. Et c'est pour cette raison qu'ils ont focalisé donc leur attention là-dessus. Donc ça, c'était la première étape. Après, ils les ont laissés repartir chez eux et ils leur ont demandé quand même de rester pendant 4 ans en lien avec le laboratoire, et tous les 3 mois, ils leur demandaient de répondre donc à une évaluation de leur humeur, de leurs symptômes d'anxiété et d'humeur. Donc là aussi, c'est un questionnaire tout à fait standardisé qui permet d'évaluer donc une échelle et des cotations qui permet d'évaluer donc de façon précise les niveaux d'anxiété et l'humeur générale du sujet. Et puis un autre type de questionnaire qui permettait donc de venir recueillir tous les événements de la vie que pouvaient traverser ces individus, en particulier donc des événements douloureux, des événements perturbants et quelquefois même dramatiques qu'ils pouvaient traverser donc au cours de ces 4 ans. Et ce qu'ils ont pu observer, eh bien, c'est que les personnes qui avaient donc, au départ, avaient eu une amygdale la plus réactive, eh bien, c'était ceux qui, chez qui les différents événements difficiles de la vie avaient le plus d'impact sur leur niveau d'anxiété, sur leur humeur, leur état général, voire sur le développement donc d'états dépressifs. Alors, c'était donc un indice déjà qu'il y avait chacun ne répond pas, on peut un peu le savoir, on l'a déjà observé, hein, chaque individu ne répond pas de la même façon, ne réagit pas de la même façon au stress, que ce soit un stress ponctuel ou un stress plus chronique, voire des événements donc dramatiques. Et l'étape suivante a été de se demander si dans cette capacité, dans cette façon de fonctionner de notre cerveau, hein, d'être plus ou moins réactif face à ces événements, eh bien, est-ce que notre profil génétique pouvait avoir une importance? Alors, ils ont pour cela je vous ai pris un exemple ici, il y en a d'autres, mais j'espère que vous allez comprendre pourquoi celui-ci me semblait pertinent dans l'exemple de la dépression, puisque ils sont venus donc dans ici cette étude qui a été publiée en 2007, eh bien, s'intéresser à un transporteur, un acteur moléculaire là, qui est un transporteur de la sérotonine. Alors la sérotonine, pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler, c'est un neurotransmetteur, donc c'est une molécule qui permet à un neurone de communiquer avec un autre neurone, c'est ce que vous voyez ici avec les petites billes. Et ce neurotransmetteur, eh bien, il est particulièrement impliqué dans l'humeur et c'est donc depuis très très longtemps, cette implication de la sérotonine dans la dépression et en particulier le manque de sérotonine, la diminution des niveaux de sérotonine cérébraux dans la dépression a bien été documentée.
C'est d'ailleurs donc cette voie de la sérotonine et ce transporteur de la sérotonine, eh bien, c'est la cible d'un certain nombre d'antidépresseurs. C'est ce qu'on appelle les inhibiteurs spécifiques de la recapture de la sérotonine. Alors, la variation génétique qui existe au niveau de ce transporteur de la sérotonine, eh bien, vous l'avez ici représenté. Vous avez ici le gène de ce transporteur. Bon, il est complexe et peu importe. En fait, ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a deux formes de ce gène du transporteur de la sérotonine, une forme longue et une forme courte. C'est ce qu'on appelle un polymorphisme, c'est-à-dire que dans la population générale, eh bien, certains individus vont être porteurs de la forme longue du gène du transporteur de la sérotonine et une autre partie des individus va être porteur de la forme courte de ce gène. Il en existe tout plein, hein. C'est vraiment quelque chose de assez courant pour d'autres gènes, etc. Et là, il se trouve donc que les porteurs de cette forme courte sont beaucoup moins nombreux. C'est là le polymorphisme, c'est-à-dire que très généralement, c'est plutôt la forme longue qui est présente, mais pour un certain nombre de cas, c'est la forme courte. Et cette forme courte, eh bien, elle est particulièrement intéressante puisque elle va induire un nombre de transporteurs de la sérotonine, qui permet la recapture de la sérotonine, eh bien, plus élevé, c'est-à-dire que quand on est porteur de cette forme, eh bien, on va avoir des niveaux d'expression de transporteurs de la sérotonine plus élevés. Alors, ils sont venus regarder dans une cohorte d'individus qui étaient soit porteurs de la forme longue. Alors, LL, c'est longue. SS, c'est la forme courte. On va oublier celle au milieu. C'est pas très important. Et dans cette étude, eh bien, ils sont venus évaluer, c'était un peu le même style de paradigme que l'étude que je vous montrais tout à l'heure avec les IRM fonctionnels et l'étude des événements de la vie qu'avaient pu traverser les participants. Eh bien, ici, ils sont venus aussi recueillir ces événements marquants, hein, des événements majeurs, particulièrement stressants ou facteurs d'anxiété, et les individus qui en avaient connu, traversé 1, 2, 3 ou 4 au cours de la période donnée. Et ils sont venus mettre ça en relation avec la probabilité de développer un épisode dépressif. Et ce que l'on observe, eh bien, c'est que cette probabilité de venir développer un épisode dépressif, ici sur la gauche, ou la probabilité ici d'avoir des idées de suicide, voire de faire des tentatives de suicide, ici sur la droite, eh bien, est plus importante lorsque les sujets sont porteurs de l'allèle courte. Donc, cette allèle courte là, du transporteur de la sérotonine, eh bien, il est associé à une réactivité au stress et à une plus grande vulnérabilité affective, donc après des événements de la vie stressants. Alors, je suis un petit peu perturbée parce que je vois l'heure qui défile. On a commencé très en retard, Olivier, ou c'est moi qui suis longue ? On a commencé à moins 10. Tu m'entends là? Oui, d'accord. Ok, merci. Ok, donc il y a ce lien qui peut ici être fait entre un environnement, hein, l'environnement ici, c'est avec tous les événements de la vie que va pouvoir traverser l'individu, et la présence ou pas d'une forme particulière d'un gène chez ce même individu, eh bien, peut venir entraîner donc une susceptibilité, comme je vous le disais.
il y a autre chose également que cette étude a permis de mettre en évidence, eh bien, c'est cette fois les participants avaient été donc interviewés sur leur petite enfance, sur leur enfance et sur le fait qu'ils avaient pu donc subir des maltraitances, des traumas dans l'enfance. Alors, c'est quelque chose qui émerge de plus en plus dans les recherches actuelles et ça s'évalue là aussi grâce à un certain nombre de questionnaires, d'échelles, et ces traumas dans l'enfance peuvent être des abus émotionnels, des abus physiques, abus sexuels, de la négligence aussi, qu'elle soit émotionnelle ou physique. Et donc, après report de cette probable maltraitance, voire pour ici ce troisième groupe de maltraitance sévère, eh bien, on voit là aussi que cet événement donc de la petite enfance, eh bien, associé à la présence de la forme courte de ce gène, eh bien, va augmenter très fortement la susceptibilité pour les sujets de développer un épisode de dépression majeure. Alors, je regarde. Donc, cette réactivité au stress, elle est très importante, et cette susceptibilité aussi à donc avoir vécu ou pas des événements qui, quelque part, laissent une sorte d'empreinte. Quand on cherche à savoir quels sont les mécanismes qui sont en jeu derrière ça, eh bien, on se sert, comme j'ai pu déjà vous le dire, de modèles animaux. Et dans ces expériences-là qui ont été publiées en 2016, le protocole expérimental eh bien, consistait à venir donc, effectuer un stress chez des rats pendant leur gestation. Donc là, les rats étaient gestantes à partir du 11e jour. Donc la gestation d'une rate ou d'une souris, c'est 21 jours. Eh bien, tous les jours, elles étaient soumises à un stress de contention, c'est-à-dire qu'on les maintenait, elles pouvaient bouger, mais elles ne pouvaient pas donc partir de cette boîte de contention. Et ça, elle le subissait chaque jour pendant donc, la deuxième période de la grossesse. Ensuite, elles mettaient bas, elles élevaient leurs petits tranquillement avec un allaitement et au bout de 3 semaines, eh bien, un sevrage. Et c'est ces petits devenus grands qui ont ensuite été donc l'objet de l'étude qui suit. Donc, c'est un modèle expérimental de stress prénatal, et dans le stress, eh bien, on a connaissance qu'une molécule en particulier, une hormone qui est un glucocorticoïde, qui chez l'homme est le cortisol et chez le rat est la corticostérone, eh bien, est un facteur de stress, enfin, c'est la molécule du stress par excellence, je dirais, ce cortisol. Et donc, on est venu regarder chez ces individus-là qui étaient nés de mères qui avaient été stressées, et bien sûr, il y avait un groupe contrôle à côté, et bien là aussi, un petit peu leur façon de réagir à un stress tout à fait banal, un stress court et peu intense, et on est venu voir ce que ça donnait au niveau des concentrations de cortisol et d'une autre molécule qui est l'ACTH. Alors ici, en bleu clair, vous avez les niveaux, donc ici d'ACTH, qui est un peu le régulateur, la molécule donc l'on trouve au niveau de l'hypophyse, l'hormone qui vient déclencher, qui vient contrôler et activer la libération de cortisol. Et ce qu'on voit ici, eh bien, c'est que pour ces deux facteurs endocriniens, eh bien, le groupe de rats qui avait été stressé en prénatal a des niveaux très importants de cortisol et d'ACTH dans le sang
quand il est soumis donc à un stress tout à fait léger. Alors, comment ça fonctionne, ce cortisol et cet axe qu'on appelle corticotrope? Je ne vais pas vous en dire beaucoup, mais je vais vous inviter à aller à écouter Olivier, hein, qui fait le modérateur aujourd'hui, mais on inverse les rôles vendredi, et qui donnera une conférence sur le cerveau hormonal et qui vous en parlera beaucoup plus en détail. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir ici, eh bien, c'est que c'est le cerveau, c'est une petite zone du cerveau qu'on appelle l'hypothalamus, et en particulier via un facteur qui est le CRH, eh bien, qui permet le déclenchement donc de la sécrétion de cet ACTH hypophysaire et le déclenchement donc de la production de cortisol. Alors, il y a un rétrocontrôle sur, c'est-à-dire que le cortisol est capable à lui seul de venir éteindre cette activation du CRH, mais encore une fois, Olivier vous expliquera plus en détail ou on peut en discuter également lors des questions si vous le souhaitez. Et ce qui a pu être mis en évidence, eh bien, c'est que ce cortisol, il avait donc tout un tas d'effets propres et directs, mais il avait aussi la particularité de venir déclencher la production de molécules inflammatoires, donc ce qu'on appelle des cytokines, qui sont des interleukines ou du TNF. Il y a une réaction donc inflammatoire qui va pouvoir être sous le contrôle de ce cortisol, et ces cytokines, eh bien, elles viennent agir sur des neurotransmetteurs majeurs dans ces circuits cérébraux. J'en ai cité un tout à l'heure, c'est la sérotonine, là elle est notée 5-HT. Il y a aussi la dopamine ou la noradrénaline. Eh bien, ces cytokines inflammatoires vont venir perturber ces transmissions, et puis également sur donc le CRH lui-même, donc le contrôleur de cet axe du stress, et également sur le BDNF, qui est un facteur trophique très, très important également pour le cerveau. Alors, d'ailleurs, si j'en profite pour citer que ce BDNF, sur lequel il y aurait beaucoup à dire et sur lequel il y a aussi beaucoup de recherches actuellement, eh bien, Myriam Kerr en a parlé dans une petite partie de sa conférence, et comme Christophe vous l'a dit tout à l'heure, eh bien, toutes ces conférences sont en replay donc sur YouTube, et je vous invite pour plus d'infos à aller la visualiser, la visionner. Alors tout ça, est-ce que du coup on peut venir l'appliquer et regarder chez l'homme ce qu'il en est? Est-ce que cette réaction inflammatoire là qui, je vous ai déjà montré, elle est vraiment très en lien avec le stress, elle peut être pertinente dans ces troubles psychiatriques dont j'ai parlé, qui étaient donc la dépression ou le trouble bipolaire? Eh bien, c'est ce qu'on cherchait à regarder, cette équipe-là, c'est ce qu'elle a cherché dans un article qui est paru très récemment. Elle est venue regarder si cette réaction inflammatoire, eh bien, pouvait permettre carrément de partir vers un diagnostic différencié de dépression versus bipolarité. C'est particulièrement important parce que la bipolarité est beaucoup plus complexe à diagnostiquer, à repérer, et un certain nombre d'épisodes dépressifs donc, font partie des troubles bipolaires, je vous l'ai dit tout à l'heure, et ça peut être confondu un certain nombre de fois parce que les réactions donc, hypomaniaques ou même hypermaniaques sont peu visibles, peu repérées. Et les traitements ne sont pas du tout les mêmes, et quelquefois même de donner des antidépresseurs à des personnes qui souffrent de troubles bipolaires peut faire pire que mieux. Alors là, dans cette étude, ils sont venus mesurer dans le sang donc, ces différents facteurs inflammatoires que sont l'interleukine
1, 6 et le TNF. Et ils sont venus regarder si on trouvait des différences entre les sujets contrôle, qui se situent ici à la ligne 0, et chez les sujets dépressifs et chez un groupe de sujets bipolaires. Et ce qu'ils ont pu observer, eh bien, c'est que l'interleukine 1, le TNF était augmenté dans la dépression, alors que pour ce qui était de l'IL6, eh bien, on l'a trouvé augmenté chez les bipolaires. Donc, ça permet, et d'ailleurs dans cet article, ils ont effectué une combinaison, une analyse combinée de 6 marqueurs de l'inflammation. Là, je n'en ai sélectionné que 4, mais quand ils viennent combiner ce profil moléculaire du patient et qu'ils viennent ensuite à l'aveugle regarder à quel groupe de pathologie appartient ce patient, et bien dans 98% des cas, ils sont capables d'obtenir le diagnostic différencié en faisant cette analyse combinée qui repose sur des statistiques multivariées assez complexes. Donc, c'est un espoir, en tout cas, que ce genre d'analyse, de mesure, puisse un jour peut-être s'appliquer à au diagnostic, voire au diagnostic différencié de ces pathologies. Alors, je voudrais terminer sur le microbiote. Si Olivier, tu me laisses le temps, sinon je m'arrête là et on en parle dans les questions. J'avais encore une petite partie sur le microbiote, mais je voudrais aussi laisser le temps aux questions. Bah, écoute, oui, 5 minutes. D'accord. 10 minutes. Oh, tu es trop gentil. Merci. Ben oui. Donc, le microbiote, eh bien, que certains d'entre vous connaissent certainement, et puis que certains ont pu même ont peut-être assisté à la conférence de Laurent Naudon qui nous a parlé de ce sujet la semaine dernière, si mon souvenir est bon. Et ce microbiote, ben, c'est quoi? C'est en fait une population de 100 000 milliards de bactéries que nous portons au sein de notre appareil digestif, en tout cas pour le microbiote digestif, c'est celui qui nous intéresse ici. Donc, 10 puissance 14, 2 kilos au sein de nos intestins et une grande diversité de bactéries, puisque, en fait, donc je vous ai remis ici un peu la classification, la taxonomie que l'on peut, qui fait foi, qui fait loi, et la diversité en termes d'espèces microbiennes qui représente donc de 500 à 1000 espèces différentes selon les individus. Donc, quand on est au niveau de l'espèce, vous voyez ici, au niveau embranchement, on trouve 3 grands embranchements qui constituent donc ce microbiote. Et quand on est ici au niveau des espèces, 500 à 1000 espèces, et on n'est même pas encore au niveau de la souche qui est la plus petite unité bactérienne. Donc, c'est vraiment quelque chose de très diversifié. D'ailleurs, pour être en bonne santé, il faut qu'il soit le plus diversifié possible et où un certain nombre d'études, là aussi, ont permis de montrer que des liens pouvaient exister entre ce microbiote et le cerveau. Il est au sein de nos intestins. Les intestins, vous l'avez peut-être déjà entendu, c'est ce qu'on appelle communément le deuxième cerveau, et le microbiote donc a lui aussi un certain nombre donc de capacités de venir donc communiquer avec ce cerveau via ce système digestif, ou d'ailleurs aussi plus directement. Alors, on a des modèles animaux pour étudier ce microbiote, et un modèle qui nous sert bien, qui est assez pratique, même s'il est un petit peu loin de la physiologie, c'est ce qu'on appelle des souris axéniques. Les souris axéniques, c'est quoi? Bien, c'est des souris qui sont dépourvues de microbiote, c'est-à-dire que
Elles sont stériles, elles ne sont porteurs d'aucun germe au niveau de leur organisme. Et d'ailleurs, on doit les maintenir dans des incubateurs aseptiques. Et pourquoi c'est intéressant d'avoir ce genre de modèle, surtout quand on défriche un sujet aussi riche et complexe que le microbiote? Eh bien, parce qu'on peut venir comparer ces animaux à des animaux contrôle et ainsi avoir des conditions tout ou rien. Alors, c'est ce que un certain nombre d'équipes a fait et ce qui a pu être observé à plusieurs reprises, eh bien, c'est que les animaux axéniques, donc c'est-à-dire sans microbiote, eh bien, montraient des niveaux de stress plus importants que les souris contrôle, donc que les souris porteuses de microbiote. Si on va un petit peu plus loin et que l'on s'intéresse à cette étude-là de Collins et ses collaborateurs qu'il a publiée en 2013, eh bien, cette équipe se sont intéressés à voir si l'impact du microbiote sur, je vais dire, le caractère des souris, pour dire vite. Et pour ça, on dispose en fait en laboratoire plusieurs lignées de souris. On ne travaille pas toujours sur les mêmes, mais souvent il y a des raisons bien précises. Et spontanément, enfin de façon naturelle, certaines de ces souris, de ces lignées de souris sont plus ou moins calmes, plus ou moins excitées, plus ou moins agressives. Et c'est le cas ici de ces lignées, donc Balbe C, qui sont plutôt des souris tranquillou, et de notre lignée, les NIH suisses, qui, eux, sont des souris un peu plus craintives, un peu plus anxieuses. Donc, ils ont étudié leur comportement par rapport à différents tests donc, qui étaient standardisés, qui permettaient de mesurer donc, leur anxiété, leur comportement social, leur comportement de résignation, etc. Et ils sont venus donc ensuite échanger les microbiotes. Échanger les microbiotes, c'est-à-dire que ils ont pris des souris axéniques Balbe C, à qui ils sont venus donc transplanter le microbiote de ces souris suisses, et à l'inverse, ils sont venus prendre des souris axéniques qui avaient suisse, donc NIH suisse, et ils sont venus implanter le microbiote de souris Balbe C. Et ce qu'ils ont pu observer, eh bien, c'est qu'il y avait une inversion des comportements, c'est-à-dire que la souris qui au départ, donc, était une souche, une lignée de souris zen, eh bien, montrait des signes d'anxiété et vice-versa. La lignée de souris, donc, anxieuse, avait une diminution, elle, quant à elle, de ces troubles anxieux lorsqu'elle était donc inoculée avec le microbiote de l'autre lignée. Donc, c'est quelque chose qui est particulièrement important. Alors, je vais vous... hop, bon, allez, je vais quand même en parler. Quand on vient ensuite s'intéresser au microbiote et dépression, eh bien, j'ai sélectionné cette étude qui consistait en la transplantation fécale de microbiote de patients dépressifs à des rats axéniques. Donc, vous vous souvenez, souris ou rats axéniques, pas de microbiote. Eh bien, des patients dépressifs avaient été donc recrutés et à ces rats, on venait inoculer donc leur microbiote par transplantation fécale. Alors, on fait tout un protocole expérimental pour que ce microbiote puisse s'installer, puisse donc se coloniser les intestins de ces rats, puis on leur fait subir tout un tas de tests comportementaux qui sont des traits des traits de caractère, entre guillemets, qui sont spécifiques, qui sont retrouvés dans la dépression et qui miment donc un certain nombre d'états dépressifs, d'états de symptômes plutôt.
Alors, ce qu'ils ont pu observer, c'est ici, par exemple, on fait ce test de préférence au sucrose. C'est un test où on donne aux rats la possibilité de boire soit de l'eau, soit du sucre. Je ne sais pas ce que vous feriez, vous, mais bon, ils sont un peu comme nous, ils ont tendance à préférer le sucre. Et on mesure de cette façon leur capacité à être motivés, à prendre du plaisir et à ressentir, bien sûr, ce plaisir. Eh bien, on voit que les rats qui ont reçu un microbiote de patients déprimés, eh bien, ont une moins forte attirance pour la boisson sucrée, donc ce qui reflète une anédonie. Je vous disais tout à l'heure l'absence de plaisir, difficulté à ressentir le plaisir chez les patients dépressifs. Pareil, des tests d'anxiété, de mesure d'anxiété, donc je ne vais pas les détailler ici, là aussi on peut en reparler si vous voulez tout à l'heure, mais elle montre que en fait, les rats qui ont reçu ce microbiote de patients déprimés eh bien, montraient plus de signes d'anxiété. Et là encore, donc, je vous renvoie à la conférence de Laurent Noudon qui a pu en parler plus en détail la semaine dernière. Alors, cette dernière étude qui me semblait importante de vous montrer, eh bien, c'est justement une étude qui s'est intéressée au microbiote, qui s'est intéressée cette fois au microbiote de personnes déprimées, qui souffraient donc de dépression sévère, de personnes qui souffraient de troubles bipolaires, et ils ont cherché à faire une étude très détaillée du microbiote de ces différents volontaires. Alors, c'est très complexe parce qu'il y a, je vous ai dit, combien de 100 000 milliards de bactéries, de mémoire 2 millions de gènes. Enfin, ça demande là aussi des big data, on va dire. Mais en tout cas, ensuite, ça permet de venir regarder le profil. Donc, que ça soit à un niveau un petit peu élevé, comme ici, l'ordre, vous vous souvenez, les embranchements, l'ordre, la famille, puis les genres ou les espèces. Eh bien, ce qui est représenté ici, c'est qu'à chaque fois qu'une bactérie apparaît en rouge, eh bien, c'est qu'elle est différente chez les personnes déprimées que chez les personnes bipolaires ou contrôle. Celles qui sont écrites en verte, eh bien, ce sont les bactéries qui sont différemment, là aussi en quantité différente, c'est en quantité que je parle, entre les patients bipolaires et les contrôles. Et celles qui sont inscrites en jaune, eh bien, c'est celles qu'on trouve perturbées chez les bipolaires et chez les déprimés. Et donc, vous voyez les petites flèches. Alors, c'est une méta-analyse, ça aussi, c'est hyper important. Une méta-analyse, c'est plein d'études qui ont été faites par un certain nombre d'équipes et un chercheur ou une équipe de chercheurs eh bien, fait le job pour nous de venir synthétiser tout ça et voir ce qui sort dans plusieurs études comme étant, montrant donc cette, par exemple, plus forte quantité de bactériorides chez les dépressifs, etc. Donc, ça gagne il y a un certain nombre d'arguments regroupés qui permettent d'augmenter le niveau de preuve. Et c'est pour ça que quand vous voyez des flèches ici qui vont vers le haut et qui vont vers le bas, ben c'est qu'il y a eu, dans certaines études, c'était montré diminuer, dans d'autres, c'était montré augmenter. Par contre, ce que l'on observe, eh bien, c'est que certaines d'entre elles, donc certaines de ces souches ou familles bactériennes, eh bien, sont spécifiquement augmentées chez les dépressifs ou spécifiquement diminuées. Pareil chez les bipolaires. Et un certain nombre aussi, eh bien, soit augmenté, soit diminué dans les deux pathologies. Donc, en plus, on a donc la bibliographie, le nombre d'études portant sur ce microbiote était vraiment en expansion. Et on a des idées, des données sur le lien, l'impact qu'ont ces bactéries sur différentes fonctions. Donc, par exemple, vous pouvez voir eh bien, que pour les entérobactéries ici, qui sont augmentées chez les patients en dépression sévère ou souffrant de troubles bipolaires, eh bien, elles sont impliquées dans des phénomènes pro-inflammatoires et les
fécalibactéries qui, elles, ont des actions anti-inflammatoires, eh bien, elles sont diminuées chez les personnes déprimées comme chez les patients souffrant de troubles bipolaires. Alors, est-ce que… Sylvie, je suis désolé, on va être obligé peut-être de conclure. Oui, c'est la dernière. Excusez-moi, j'ai crié, mais je ne sais pas. Alors, est-ce que pour autant, on va vers un psychomicrobiote? Eh bien, c'est plus compliqué que ça et c'est pas si simple puisqu'il y a une très, très grande diversité de microbiotes. Chaque individu a un peu sa carte d'identité en termes de microbiote et donc il faudra encore attendre un certain nombre d'avancées des recherches pour, on espère, peut-être un jour aller vers une piste de venir pouvoir traiter et prendre en charge ces pathologies via la modification du microbiote. Je vous remercie de votre attention. Merci Sylvie. Bon, écoute, il y a un certain nombre de questions. Malheureusement, il y a pas mal de personnes qui sont déjà parties. J'espère que celles qui ont posé les questions sont encore là. Donc, bon, j'ai essayé de les classer un petit peu. Tout d'abord, en ce qui concerne l'origine génétique. Alors effectivement, tu nous as dit qu'il existait des frontières finalement poreuses entre les différents troubles mentaux. Et il y a une question qui est apparue, c'était celle de savoir si, concernant cette origine génétique, s'il peut y avoir des manifestations différentielles de différents types de troubles dans les différentes générations, c'est-à-dire est-ce qu'on peut avoir chez des personnes qui au départ avaient des troubles bipolaires, est-ce que les générations qui suivent vont pouvoir développer des schizophrénies ou des dépressions, voilà, du fait de cette polarité finalement dont tu as parlé. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Oui, alors c'est vrai que oui, il y a en tout cas, il est bien montré que même si on ne peut pas parler d'héritabilité de ces maladies, en tout cas lorsque il y a un certain nombre de personnes souffrant dans la famille, en particulier les parents, si un des deux parents souffre de dépression par exemple, eh bien ça va augmenter la susceptibilité pour les enfants de développer une dépression et ça représente environ 20%. Après, est-ce que du coup, avec cette différence, enfin, ces différents gènes impliqués et cette frontière poreuse, en effet, comme je l'ai indiqué, différents profils de pathologie peuvent s'exprimer, j'aurais tendance à dire que oui, même si je n'ai pas en tête d'idées particulières, mais sachant que l'environnement, justement, va aussi jouer un rôle important dans ce déclenchement et aussi cette façon, je dirais, d'évoluer, parce que les symptômes sont présents à un moment de la vie, puis il y a une évolution du patient et même si il n'y a pas donc je dirais de prise en charge particulière ou de modification et donc que le patient est toujours atteint par cette pathologie, il y a des profils de symptômes qui vont beaucoup évoluer. Donc, on peut tout à fait imaginer que puisse y avoir un certain shift de ce genre entre les générations. Mais je ne voudrais pas non plus être alarmiste parce que ça, c'est dans une toute petite proportion. Oui. Sachant que ce n'est qu'une susceptibilité et que ensuite l'environnement peut être tout à fait protecteur sur… Oui, c'est très théorique, oui, d'accord. Maintenant, en ce qui concerne justement le gène du transporteur de la sérotonine, donc avec ces formes courtes qui seraient plus associées à des susceptibilités de développer des dépressions, il y a une question qui a été posée qui est intéressante. Est-ce qu'on peut imaginer chez ces personnes dont on saurait qu'elles sont déjà homozygotes vis-à-vis de ce gène pour le transporteur de la sérotonine, est-ce qu'on peut imaginer qu'il pourrait y avoir des traitements préventifs utiles chez ces personnes, ou au moins est-ce qu'on pourrait imaginer qu'en situation de stress, à ce moment-là, on pourrait tout de suite proposer des administrations d'antagonistes de ces récepteurs, enfin de ces récepteurs, pour éviter que la dépression s'installe à long terme?
Oui, alors c'est une très bonne question. Tout à fait. Alors, le fait est que c'est le genre de choses que malheureusement on ne peut pas faire et qui ne serait pas, il me semble, opportun de faire. Parce que je vous ai expliqué, là je vous suis venue focaliser sur une étude en particulier et cette étude montrait des différences entre les porteurs de l'allèle long, l'allèle court, mais des différences moyennes, c'est-à-dire c'est quand on vient moyenner tout un tas de résultats, que l'on trouve des différences qui statistiquement sont significatives, mais on n'a pas pour l'instant la possibilité de faire passer ce marqueur en un validateur externe. Tout à l'heure, j'ai utilisé le terme de validateur externe, c'est-à-dire qu'en dehors de ces moyennes, là, quand on vient prendre un individu, c'est pas parce qu'il va être porteur de cet allèle court qu'il va développer une dépression. Ce n'est pas non plus obligatoirement parce qu'il est porteur de cet allèle court qu'un événement très stressant va être plus compliqué à vivre pour lui que pour son voisin. Et de venir faire ce genre de détection, bah pour le coup, ça serait un vrai facteur de stress avec assez peu du coup d'intérêt, je dirais, ni diagnostic ni thérapeutique, et avec en plus le stress de se dire oh là là, mais alors si j'ai cet allèle, je suis plus fragile. Donc non, il n'y a pas de, ça ne se fait pas et je ne pense pas que ça soit une bonne idée pour le coup. En effet. Alors, toujours sur l'aspect génétique, il y a quelqu'un qui se demandait si les personnes porteuses des gènes typiques de Néandertal, on a découvert que ces personnes, on a estimé que ces personnes étaient plus susceptibles de développer des formes graves de Covid, c'est dans l'actualité. Alors, est-ce qu'il est possible que ce type de corrélation puisse exister aussi dans certaines maladies psychiques ou psychiatriques? Voilà. Je n'en ai aucune idée, mon capitaine. Voilà. J'imagine, mais enfin, ça valait la peine peut-être de poser la question. C'est une question. C'est vrai que, alors, est-ce que ça a été fait? Il faudrait regarder, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, là, je n'ai pas la réponse. Alors, et d'autre part, pourquoi, est-ce que l'on sait pourquoi il y a une apparition soudaine de schizophrénie ou de bipolarité à l'adolescence précisément? Parce que ça, on a des explications. Alors, oui, en tout cas, on a certaines pistes. Le fait est que le cerveau mature très très tardivement. C'est l'organe qui est mature le plus tard. C'est même vers 20-25 ans. On estime qu'il arrive réellement à maturité. Et qu'est-ce que ça veut dire la maturité pour le cerveau? Ça veut dire que les neurones, ils sont tous là à la naissance. Ça, c'est pas le problème. Mais la connexion entre ces neurones et l'intensité des connexions, la force de ces connexions, les zones cérébrales en lien les unes avec les autres, eh bien, vont évoluer. C'est ce que l'on peut appeler la plasticité cérébrale. Je dis ça parce que certains peut-être ont connaissance de ces mécanismes. Et puis là aussi, je renvoie à ta conférence de vendredi où je pense tu aborderas ce sujet. Et donc, en tout cas, toutes ces modifications qui ont lieu jusqu'à l'adolescence, eh bien, font qu'il y a, je dirais, une certaine vulnérabilité jusque là, enfin en tout cas encore plus pendant ce qu'on appelle ce neurodéveloppement qu'après. Et donc, ça pourrait expliquer que c'est à ces âges jeunes que ces maladies-là émergent par rapport aux autres, telles la dépression qui est plus tardive. Parce que ce qu'il faut peut-être dire aussi, c'est qu'il y a plus de facteurs génétiques. En tout cas, le poids de la génétique est plus important dans la schizophrénie et la bipolarité que dans la dépression. Oui, d'accord. Alors, en termes de traitement, on sait qu'on utilise beaucoup actuellement le lithium pour les maladies bipolaires. Est-ce que c'est le seul traitement là, qui existe actuellement? Ou bien, en tout cas, ça semblerait être le plus efficace, mais il y a aussi des non-répondeurs, c'est ça? Oui, tout à fait.
Oui, en fait, alors c'est pas le seul traitement. Hein, Non, c'est pas le seul traitement, mais ouais. Il y a d'autres neuroleptiques qui peuvent aussi être prescrits. Mais il y a 30% de non-répondeurs dans le trouble bipolaire, et avec cette difficulté qu'en plus, l'arsenal, je dirais, médicamenteux n'est pas aussi riche que pour les antidépresseurs. Et donc, il y a pas mal de molécules, il y a différents types de traitements qui existent, mais c'est vrai que au niveau des antidépresseurs, la gamme est beaucoup plus large. Et je voulais dire quelque chose et j'ai oublié. Alors, il y a les antidépresseurs, mais le cannabis, est-ce qu'on a des données là-dessus sur les potentialités du cannabis pour Alors, améliorer les troubles? Du coup, à déclencher, à développer c'est ça? C'est ça la question ou... Oui, est-ce que le cannabis médical peut finalement calmer les effets de certains troubles psychiques? Alors, le cannabis médical, je ne sais pas, quand on parle de cannabis médical, c'est la teneur en fait relative entre le THC et le CBD, hein, qui sont les deux molécules actives contenues dans cette plante qu'est le cannabis, qui, en effet, où on est plus, je dirais, on considère que le cannabis médical est celui qui va avoir les plus fortes teneurs en CBD. Alors, ce CBD, il va avoir des actions qui vont être, en tout cas, d'anxiolyse. Oui, il va y avoir un apaisement via l'action de cette molécule. Après, est-ce qu'elle peut pour autant être prescrite ou prise? Je ne sais pas, mais par contre, ce qui a pu être montré dans la schizophrénie, c'est qu'un des facteurs permissif, on va dire, en tout cas qui semble pouvoir jouer un rôle, eh bien, c'est justement la prise de drogue, donc de cannabis. Voilà, quand on en consomme à l'adolescence et de façon assez importante, eh bien, il y a quelques études qui montrent que ça peut du coup être un facteur de risque ou un facteur de susceptibilité à déclencher ces crises, quoi. Voilà, bon, c'est des sujets effectivement un petit peu chauds. Hein. Justement, les personnes qui ne répondent pas au traitement classique de la dépression, est-ce qu'il y a des études actuellement pour essayer de comprendre pourquoi ces personnes ne répondent pas au traitement? Oui, alors, oui, tout à fait. Et il y a beaucoup d'études. Et d'ailleurs, il y en a donc dans l'équipe de recherche dans laquelle je suis, il y a un certain nombre d'études qui portent typiquement sur ce genre de questions. Et justement, c'est en tout cas les pistes là qui sont investiguées, eh bien, c'est de venir regarder dans ces mécanismes très précis dont je parlais tout à l'heure, hein, parce qu'il va y avoir le gène, puis après il va y avoir la protéine, puis une fonction particulière, eh bien, d'essayer de venir disséquer qu'est-ce qui se passe en termes de mécanisme, en termes de présence ou pas sur les neurones d'un récepteur ou d'un canal, et pour essayer de comprendre ce qu'il en est. Actuellement, là aussi, c'est plus de la métagénomique, c'est-à-dire quand on vient regarder les choses de façon très macroscopique, on trouve des choses, mais on n'a pas d'idée encore précise. Après, il faut venir recentrer, comme je vous le montrais un petit peu avec le diagramme tout à l'heure. Donc, on n'a pas encore d'éléments de réponse très direct, quoi. Et par contre, oui, vas-y. Alors, une question très directe, les antidépresseurs font-ils vraiment grossir? Certains. Ça inquiète quelqu'un, visiblement. Oui, certains. Ben, la sérotonine, elle est ce que ça fait, les antidépresseurs, entre autres, hein, pas uniquement, mais ça essaye de booster la sérotonine pour un certain nombre d'entre eux, et la sérotonine a un effet sur l'appétit, donc c'est vrai que ça peut quelquefois augmenter l'appétit et aussi faire prendre du poids, et même sans manger plus. Mais ce que je voulais dire, et qui peut-être vaut le coup d'être
d'être précisé, là, c'est qu'il y a des études qui, donc là on parle traitement, et il y a des non-répondeurs. Et c'est un vrai problème. Et il y a tout un tas d'équipes de recherche qui actuellement travaillent là-dessus pour essayer donc de comprendre déjà, puis de proposer peut-être d'autres choses. Mais il y a aussi des choses un petit peu plus simples, telles que l'activité physique, par exemple, eh bien, qui a pu montrer avoir des effets bénéfiques sur un certain nombre de symptômes que l'on retrouve dans la dépression. Et même donc pour une étude où, alors je précise, il ne s'agissait pas de dépression sévère, mais il s'agissait de dépression légère à modérée, eh bien, dans ce papier, l'étude montrait que le groupe de sujets qui étaient sous antidépresseurs et le groupe qui était donc avec une activité physique régulière et qui a été suivi donc pendant un certain temps, eh bien, montrait une amélioration dans les deux cas et qui pouvait être comparable dans une certaine catégorie des personnes. Donc, c'est vrai que cette activité physique, et là aussi, hein, cette plasticité cérébrale, là, dans le cerveau, il se passe tout un tas de choses, une atrophie, un peu une diminution de certaines structures cérébrales au niveau de l'hippocampe, une certaine des niveaux de BDNF, là, ce facteur trophique là aussi qui est diminué. Et tout ça, ça peut être boosté par un certain nombre de choses, dont l'activité physique, mais il y a aussi l'alimentation, enfin, il y a aussi d'autres choses qui peuvent comme ça permettre d'augmenter cette plasticité cérébrale. Alors, à propos d'alimentation, et pour faire référence à la dernière partie de l'exposé hein, concernant donc, le microbiote, une question a été posée sur le fait de savoir si les probiotiques pourraient être utiles finalement dans ces maladies. Hein. Oui, alors c'est quelque chose où il y a, vous pouvez en trouver d'ailleurs à la pharmacie, enfin en parapharmacie, certains probiotiques. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le terme, ça va être des micro-organismes, donc les bactéries, des souches bactériennes que l'on peut prendre en gélule, en sachet. Ou sous n'importe quelle autre forme, et qui sont en quantité suffisante pour permettre un effet bénéfique sur la santé. En tout cas, c'est comme ça que le définit l'OMS. Et donc, ces probiotiques peuvent en effet être source d'effets, de bienfaits. Hein. Après, je dirais un microbiote, là j'ai été très vite, mais c'est plein de bactéries différentes, ça vous l'avez compris, et de proportions relatives aussi de ces bactéries qui vont être majeures, c'est-à-dire cet équilibre des proportions relatives selon les souches, etc., vont faire qu'un microbiote de telle composition va être en bonne santé. On parle d'eubiose hein, quand le microbiote est équilibré, est en bonne santé. Et puis, le même microbiote avec juste quelques différences simplement en termes de proportion, et non pas de bactéries, non pas de souches, eh bien, va être, lui, en dysbiose. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très fin et on n'a pas non plus de moyens pour l'instant de l'évaluer. L'idéal, ça sera quand on pourra, et je pense qu'un jour, on pourra bien faire l'étude de son microbiote, faire analyser son microbiote. On peut le faire dès maintenant, vous perdez de l'argent si vous le faites. Hein. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a pas de référentiel. Il n'y a pas de référentiel, donc vous vous retrouvez avec une liste exhaustive très sympathique de noms imprononçables, mais par contre, on n'a pas idée justement de quelle est la composition qui permet de différencier un microbiote en bonne santé d'un microbiote déséquilibré. Et donc, quand ce sera le cas, on aura beaucoup plus de moyens d'agir. Après, il y a des études qui se font chez l'animal, aussi en essai clinique, de la prise de certains probiotiques qui donnent pas mal d'espoir pour un possible passage par cette voie pour traiter dans le futur donc, ce genre de troubles. Et on peut imaginer aussi, compte tenu de ce que tu nous expliquais sur le rôle de l'inflammation, hein,
consécutive au pic de glucocorticoïdes, donc toutes ces cytokines, on peut se demander si toute cette nourriture industrielle qui est proposée et qui peut provoquer des inflammations, finalement, ne pourrait pas être très néfaste pour le développement de ce type de maladie. Au contraire du sport, dont tu as dit tout à l'heure que ça pourrait être bien. Est-ce qu'il y a des études à ce sujet sur l'alimentation et sur le rôle possible de l'inflammation via l'alimentation sur le développement de telles maladies? Oui, il y a des études et c'est tout à fait juste. Alors, un microbiote en bonne santé, c'est, si je veux être assez courte, c'est un microbiote qui est le plus diversifié possible. Donc, pour être le plus diversifié possible, sachant que c'est l'alimentation qui est le plus grand, qui a le plus d'influence, pas que, mais qui a le plus d'influence sur la composition de ce microbiote, eh bien, c'est de manger diversifié et c'est de manger le moins transformé possible. Et donc, cette nourriture industrielle que tu évoquais là, eh bien, on sait qu'elle a un impact, donc, en particulier sur la perméabilité en fait de ce tube digestif, parce que c'est certains composés de ces aliments, eh bien, vont pouvoir venir perturber la barrière intestinale. Or, cette barrière intestinale, c'est une des voies, ou en tout cas une des barrières qui empêche eh bien, les molécules de l'inflammation dont je vous parlais tout à l'heure de venir prendre par la voie sanguine, par exemple, le chemin du cerveau, ou des choses comme ça. Les différentes voies de communication entre le microbiote et le cerveau sont multiples, sont nombreuses. Mais il faut bien se rendre compte qu'on est au niveau des intestins, que ces intestins, eh bien, ils sont en effet là aussi un lieu où l'inflammation peut être importante, même si elle est à bas bruit, c'est-à-dire que vous ne vous en rendez pas compte, eh bien, il peut y avoir des réactions inflammatoires dues à certains types d'aliments et qui d'ailleurs aussi les bactéries de ce microbiote, lorsqu'elles sont déséquilibrées, lorsque certaines d'entre elles prennent le dessus, elles sont capables elles-mêmes de déclencher donc la sécrétion des interleukines ou de molécules d'inflammation comme celles dont on parlait. Et il y a un réel lien, oui, qui du coup fait un effet qui peut du coup, qui peut être engendré sur le développement des pathologies en question. Donc l'alimentation aussi est à surveiller, oui, est importante, surtout quand on est dans un état dépressif, ben, c'est là où pas spécialement envie de cuisiner, où on n'a pas envie de grand-chose, sauf peut-être des sucreries qui, pendant quelques minutes, permettent voilà, d'avoir ce petit plaisir. Donc, c'est un peu un cercle vicieux. Et je peux rebondir sur la conférence que Lourdes Mounien a donnée là, avec, j'ai oublié le nom de l'autre conférencier, mais où il parlait du resveratrol. Voilà, le resveratrol, qui est un polyphénol, donc qui ne se trouve pas que dans le vin, mais aussi dans le vin. Et il y a une étude justement sur dépression et resveratrol qui montre qu'il y a des effets bénéfiques typiquement sur un certain nombre de symptômes dépressifs que l'on peut mesurer chez le rat de ce polyphénol. Donc, oui, tout à fait, il y a un vrai lien. Bon, une petite dernière ou deux courtes questions. Il y a effectivement une question sur quelque chose qui nous interpelle tous, surtout lorsque nous avons des adolescents à la maison. C'est l'incidence de l'utilisation des écrans. Est-ce que l'on sait s'il y a des corrélations vraiment nettes entre l'utilisation peut-être abusive des écrans chez les jeunes et la dépression, et puis peut-être selon le contenu diffusé, bien sûr, les jeux agressifs, etc. Oui. Alors, on imagine qu'il puisse y avoir un lien, mais est-ce qu'il y a des faits avérés
sur ce Alors, point. oui, alors l'effet avéré, pour être tout à fait franche, je n'ai pas regardé dans la littérature, donc je ne peux pas répondre comme ça sur des données scientifiques avérées. Par contre, ce qui va être important, c'est tout le côté social. Et donc là aussi, il y a un petit peu un cercle vicieux, dans le sens où quand on souffre de dépression ou de troubles bipolaires, ben, il va y avoir de plus en plus un isolement. Un isolement parce que quelquefois, on n'a pas, on n'a pas l'envie d'aller vers les autres ou de faire un certain nombre d'activités dans le cas de la dépression, ou également parce que dans le trouble bipolaire, par exemple, en phase maniaque, eh bien, la personne peut sembler insupportable à son entourage. Donc, ce lien social qui, là aussi, est majeur pour tout un tas de choses, mais il peut être aussi gardé via les écrans. Et dans cette période-là de Covid et où justement ce lien social est si distendu, très certainement que trop, c'est pas bien, mais en tout cas, ça reste un moyen de communication, un moyen d'échange aussi parce que il y a cette comment dire, anonymat derrière l'écran si on vient par exemple donc voilà, échanger avec des personnes qui peuvent être dans le même état ou autre. Donc certes, il y a aussi trop d'écrans qui désociabilisent ou qui vient. Si, comme tu le dis, c'est des images agressives, c'est à chaque fois des choses très, qui viennent impacter l'humeur, qui font peur, qui montrent de l'agressivité, de la violence, etc. Mais en tout cas, on ne peut pas, je pense, faire un global autour des écrans. Il y a vraiment, il faut différencier. D'accord. Bon, merci beaucoup. Ben, on va te libérer. Je vais peut-être juste te poser une dernière question qui est en fait une des toutes premières qui a été posée, hein, mais bon, qui va donner l'ouverture. La question est la suivante. Peut-on espérer guérir un jour les troubles bipolaires? Voilà, bon. Vaste sujet, hein, je pense qu'on peut rester sur cette question. Oui. Évidemment, c'est le sujet de la conférence, finalement. Hein, parce qu'on essaie de comprendre les mécanismes pour espérer pouvoir justement en tirer parti. Hein. Voilà. Alors, je suis désolé, il y a quelques questions qui, surtout les dernières, là, que je ne t'ai pas posées. Je pense qu'il est tard. Hein. Voilà, on va avoir pitié de toi et te remercier infiniment pour cette belle conférence qui, je crois, a été appréciée. Il y a des messages extrêmement positifs, hein, de personnes qui ont apprécié ta conférence. Super. Voilà. Merci Sylvie. Merci à vous. Et puis, alors, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous et un bon appétit. Bravo Merci. Olivier, bravo à toute l'équipe de cerveau.com en tout cas. On se retrouve très prochainement pour préparer déjà la rentrée prochaine. Voilà, merci Marie-France. Et on tient beaucoup à conserver ce partenariat. Tout à fait, depuis 2014 effectivement. Ravi de vous retrouver. Beaucoup de monde ce soir, plus de 180 personnes en ligne, j'ai pu remarquer effectivement. Et vous avez autant de succès qu'en a à l'Université du Temps Libre aussi avec ces conférences hebdomadaires. C'est pareil. Et on va garder un petit peu quelque chose de tout ça, bien évidemment. À très bientôt. Merci bien. Merci, bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.